Je m'appelle Guillaume Brumagne, j'ai 22 ans. Nous sommes le 15 septembre 2008. Les étudiants sont rentrés à l'école aujourd'hui. Moi je prends le train. Direction Moscou. Puis à l'est. Loin à l'est. Je ne m'en rends pas encore compte, mais ce projet, cette aventure rêvée depuis plusieurs années vient de démarrer. Je suis libre d'aller où je veux et d'y faire ce que je veux. Je sais quand je suis parti, pas quand je reviendrai. Après 24 heures de trajet, je passe le point de non-retour. Je quitte l'Europe et entre au Bélarus. À partir d'ici, l'écartement des rails change. Ça nous oblige à changer la partie roulante du train pour pouvoir poursuivre le trajet. La manœuvre est bien rodée, mais plutôt spectaculaire. Moscou, première halte de ce long périple. Je n'y passerai que 24 heures à cause d'une sombre histoire de visa chinois. Ça me laisse tout de même le temps de me perdre dans le métro, de me battre avec les caractères cyrilliques et de me rendre compte que les Russes ne parlent pas anglais, même sur la place rouge. Il fait bien gris et à vrai dire, je suis un peu paumé tout seul dans cette grande ville. Pas facile d'y faire des rencontres. Comme début de voyage, j'ai déjà connu plus agréable. Heureusement, il est déjà temps de refaire mon sac et de prendre la route. Ce soir, j'embarque dans un train mythique, le Transsibérien. Pendant 5 jours, je vais parcourir près de 5000 km à travers la Sibérie pour rejoindre la Mongolie et sa capitale, Oulan-Bator. Le train entame sa longue marche vers l'est. Je suis encore en Russie occidentale, mais l'Asie n'est plus loin. Régulièrement, le train s'arrête dans les gares qui jalonnent le parcours. Il faut savoir que le Transsibérien est le moyen de transport principal pour rallier certaines régions reculées de Russie. Les arrêts en gare sont aussi l'occasion pour moi de me ravitailler en nourriture et de faire quelques pas sur la terre ferme. Mais les arrêts ne sont jamais longs et le train doit continuer sa route. Mieux vaut ne pas le louper. À bord, j'ai la chance d'être tout seul dans une cabine de 4. C'est le luxe. Du coup, mes voisins en profitent pour venir discuter et profiter des sièges. Encore un arrêt en gare. Au fil des kilomètres, je franchis les fuseaux horaires et perds la notion du temps. Les chemins de fer russes ont bien compris le problème du décalage horaire et ont trouvé une solution plutôt radicale. Toutes les gares sont à l'heure de Moscou. Plus on s'éloigne de la capitale, et plus l'heure réelle est donc décalée de l'heure officielle. Prendre le Transsibérien, c'est un peu comme faire une longue traversée en mer. La vie à bord s'organise. Certains écrivent, d'autres lisent,
écoutent de la musique ou préparent leur prochain repas. On passe des heures à discuter entre voyageurs. Quel changement par rapport à Moscou. Je ne le sais pas encore, mais les rencontres que je fais ici vont grandement influencer la suite de mon voyage. Au matin du 3e jour, Camilo, mon compagnon de route chilien, frappe à ma porte. Nous avons atteint le lac Baïkal, qui s'étend là, majestueux, sous les fenêtres du train. Ce lac immense est la plus grande réserve d'eau douce de la planète. Le train longe pendant quelques heures sa rive, puis nous prenons plein sud en direction de la Mongolie. Ça fait maintenant une semaine que j'ai quitté la Belgique, et si les premiers jours n'ont pas été faciles, les suivants ont été exceptionnels. Cette fois, l'aventure est véritablement lancée. Avant la frontière, c'est le moment de dire au revoir à nos compagnons de route russes et à nos 2 Prodovnitsa qui s'arrêtent ici. Les formalités pour passer la frontière sont longues. Pendant 4 heures, les douaniers partent avec nos passeports, sans trop qu'on sache ce qu'ils en font réellement. Je prends mon mal en patience et je croise les doigts. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Vers minuit, tout est enfin réglé et le train peut reprendre sa route. Je quitte la Russie que je n'aurais fait que survoler. Premier pays, et déjà un pays où je devrais revenir. Le jour se lève après cette dernière nuit de train. La Sibérie a fait place à la steppe mongole. J'approche d'Oulan-Bator, la capitale. Après ces 5 jours, me revoilà sac sur le dos, dans une ville et un pays dont je ne connais absolument rien. Je suis libre. Oulan-Bator, la capitale, est la seule véritable ville du pays. Si je suis en Mongolie, c'est pas pour rester dans la capitale, mais pour partir sur les routes, à la découverte de ces steppes et de ces déserts. J'ai décidé de poursuivre mon trajet avec Stefan et Tania, un couple d'Allemands rencontrés dans le train avec qui j'ai sympathisé. On va passer 10 jours ensemble, à parcourir le pays en camionnette russe avec un hippie hollandais rencontré à l'auberge, un chauffeur et une guide mongole. Ici, pas de route mais uniquement de la piste, pas toujours très praticable d'ailleurs. Il n'y a bien sûr aucun panneau de signalisation. On peut donc compter que sur son sens de l'orientation et sur l'aide des locaux. La Mongolie est célèbre pour ses yourtes, les tentes traditionnelles magnifiquement décorées dans lesquelles les gens vivent. J'aurai la chance d'y manger et d'y dormir pendant les 10 prochains jours. What about the child growing up in a Nomad's family? Do they go to school? Yes, all people have to, all kids, all children have to enter a school, have to study. Yeah. The Nomad's family, until the school age, they growing up with family, then they go to the town and study. Après cette première nuit en yourte, il est temps de reprendre la piste. Cap plein sud vers le désert de Gobi. Et qui dit piste, dit forcément crevaison. Pour l'instant tout va bien, on a encore une roue de secours. Par contre pour la suite, les réparateurs de pneus n'ont pas l'air nombreux dans les parages. En tout cas, ça n'a pas l'air d'affoler notre chauffeur qui reprend tranquillement sa route.
Le temps perdu par la crevaison nous a empêchés de rejoindre notre yourte avant la nuit. Du coup, on a dormi dans nos tentes, au milieu de la steppe, sous le regard amusé des chameaux et des locaux. Ici, l'hospitalité est une évidence. On ne frappe pas à la porte d'un inconnu, on rentre et on s'installe. C'est une question de survie. Au fil des kilomètres, les paysages changent, alternant entre plaines où on peut trouver un peu de végétation et paysages lunaires de roches rouges et arides. Les crevaisons deviennent une habitude et les roues de secours sont oubliées depuis longtemps. C'est à même la piste qu'on répare et à la lumière des phares. Au matin du 4e jour, c'est la surprise. Aha, notre guide, nous annonce en rigolant que nous allons continuer à dos de chameau. Pour quelques heures en tout cas. Une première pour la plupart d'entre nous. Et pour cause, c'est un paysage surréaliste qui se trouve face à nous. Une immense dune de sable fin se dresse là, au milieu de nulle part, comme catapultée dans ce pays de rocailles. C'est la dune de Kangor, la plus grande du pays. Elle fait 100 km de long, 12 km de large et 300 mètres de haut. La vue y est spectaculaire. Tout ça semble tellement hors du temps, hors de la civilisation. Une fois de plus, il est temps de reprendre la route. Je n'ai que 12 jours à passer dans le pays, les distances sont grandes, et l'aventure peut se trouver à chaque coup de volant, comme je vais encore une fois le découvrir. Un camion s'est embourbé dans cette zone apparemment inoffensive, et malgré toute la solidarité entre chauffeurs, impossible de le faire sortir de là. En remontant vers le nord, je quitte le désert de Gobi et retrouve par la même occasion un peu de vie et de végétation. La fin de mon périple mongol approche à grands pas. Je ne savais pas du tout quoi attendre de ce pays, et je dois dire que j'ai été conquis. Je me suis aussi fait de véritables amis qu'il va être bien dur de quitter demain sans savoir si je les reverrai un jour. Mais c'est la règle du jeu. Il faut que je l'accepte pour aller de l'avant et continuer. Je reprends le transsibérien là où je l'avais laissé, à Oulan-Bator, la capitale mongole, pour un dernier tronçon jusqu'à Pékin. Tout de suite, je retrouve mes marques. C'est dingue comme l'homme nomade se raccroche à plein de petits détails qui le ramènent à la sédentarité. Il me reste 30 heures de trajet jusqu'au terminus, Pékin. En passant la frontière chinoise, je quitte le système ferroviaire soviétique et ses rails atypiques, et je retrouve enfin un écartement de rails normaux. Il faut donc à nouveau changer toute la partie roulante du train pour pouvoir continuer. La manœuvre est toujours la même, à la fois simple et impressionnante.
Le train file à toute vitesse dans les plaines chinoises en direction de la capitale. Le désert de Gobi laisse progressivement place à une végétation de plus en plus riche. Pas de doute, je suis en Chine. J'ai hâte d'arriver à Pékin. Cette ville est présente dans l'imaginaire de tout le monde, mais je me demande vraiment à quoi elle ressemble. Il paraît que ça grouille de monde. Ça promet. En attendant, je savoure mes derniers instants de calme dans le train. Pékin, enfin j'y suis. La foule redoutée n'est finalement pas si imposante, et la gare est bien située, proche du centre et de ma guest house. Quel changement par rapport à la Mongolie. Il y a du monde et de l'animation partout. À chaque coin de rue, une échoppe qui vend des babioles ou de la nourriture. Les gens s'arrêtent, mangent un bout en triple vitesse, puis repartent dans leur course frénétique. La tristement célèbre place Tiananmen se vante d'être la place la plus grande du monde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est certain qu'elle est assez impressionnante, surtout quand elle est remplie de groupes de touristes qui font la file pour visiter la cité interdite. Après quelques jours passés à Pékin, je suis séduit par la ville et ses contrastes. J'ai retrouvé ici Camilo, un Chilien rencontré dans le transsibérien qui me parle d'aller au Tibet. À l'origine, j'avais prévu d'aller à Hong Kong, j'ai d'ailleurs un billet d'avion, mais la situation tendue de ces derniers mois avec les Jeux Olympiques a l'air de s'améliorer au Tibet, et les bruits courent qu'ils laisseraient de nouveau entrer les touristes, à condition qu'ils soient en groupe organisé. L'occasion est trop belle pour ne pas la saisir. On rejoindra Xining en train, d'où nous partirons vers le Tibet, avec 2 autres voyageurs que Camilo a rencontrés en Mongolie. En attendant, je profite du temps qu'il me reste pour satisfaire mon esprit d'architecte et visiter les quartiers modernes et le désormais célèbre stade olympique. Le grand départ arrive, direction Pingyao, une petite ville historique puis Xining, qui sera mon point de départ vers le Tibet. La gare est l'une des plus grandes au monde. C'est d'ici que partent les trains qui desservent pratiquement tout le pays. Autant dire qu'il y a de quoi être un peu perdu. Je voyage en 3e classe, dans des wagons bondés et sans couchette. La nuit sera longue, mais c'est tout ce qui restait comme place disponible. Impossible d'avoir une couchette. 12 heures de train plus tard, le soleil se lève quand j'arrive à Pingyao. La ville est radicalement différente de Pékin. Elle est classée à l'UNESCO et tente de préserver son caractère antique. Il n'y a pas grand-chose à y faire, si ce n'est flâner dans les rues ou sur le mur d'enceinte qui entoure la ville. Après la frénésie de Pékin, c'est le grand écart de se retrouver dans ces ruelles si calmes. Quand je vous dis que la Chine est le pays de tous les contrastes. Malheureusement, une fois de plus, je n'ai pas de temps à perdre. Mon visa chinois n'est valable qu'un mois, Tibet inclus. La faute aux troubles politiques qui ont entouré les Jeux Olympiques qui viennent de se terminer. Du coup, c'est la course pour rejoindre le Tibet dans les temps et pouvoir y rester 10 jours avant de filer au Népal. Je retrouve donc la 3e classe après ces 2 jours de respiration. Heureusement cette fois Camilo est avec moi, donc les 24 heures qui arrivent devraient passer plus vite. J'écoute de la musique, lis, on tape la carte, j'ai l'habitude des longs trajets maintenant. Xining est une petite ville sans grand intérêt. Enfin, quand je dis petite ville, je parle à l'échelle chinoise bien sûr. Il y a tout de même plus de 700 000 habitants. Ici, personne ne parle anglais. Du coup, il faut utiliser les gestes pour se faire comprendre. Pas toujours évident.
Au milieu des terrains de sport, je découvre un mur d'escalade de compétition. En fait, il y a ici une étape de la Coupe du Monde qui est organisée depuis quelques années. Belle coïncidence, mon hôtel est pile en face du mur. Après tous ces kilomètres parcourus pour traverser la Chine, je suis enfin arrivé aux portes du Tibet. C'est ici que demain, j'embarque pour un périple de 8 jours qui me mènera jusqu'au Népal. Il y a désormais une ligne de train pour rejoindre le Tibet. Fini l'époque des trajets interminables en bus. En 24 heures, je vais parcourir les 1000 km qui me séparent de Lhasa, la mythique capitale du Tibet. La propagande chinoise nous raconte au fil des kilomètres tous les bienfaits apportés au peuple tibétain. Plus intéressant, nous avons aussi droit au récit des exploits techniques qui ont été nécessaires pour mener à bien ce projet de ligne de chemin de fer, alors que tous les experts la jugeaient impossible à réaliser. Et pour cause, le décor dans lequel on évolue est hallucinant, et l'altitude frôle souvent les 5000 mètres. Lhasa, la ville légendaire de notre imaginaire collectif d'occidentaux. J'ai du mal à croire que j'y suis arrivé, en train en plus, et depuis Bruxelles. Devant moi se dresse le Potala, le palais dans lequel vivait le Dalai Lama avant qu'il ne soit forcé à l'exil en Inde. Pour mes yeux d'architecte, c'est un des bâtiments les plus impressionnants qui m'ait été donné de voir. C'est tout simplement gigantesque. De nombreux pèlerins viennent ici chaque jour et tentent de maintenir le lieu vivant pour qu'il ne devienne pas un simple musée aux mains des Chinois. Lhasa est devenue une ville chinoise. Les Tibétains ne représentent plus que 30% de sa population, à cause de la politique gouvernementale accordant des primes aux Chinois qui viennent s'y installer. Difficile de dire ce qu'il en restera dans 20 ans, tant le pouvoir fait tout pour étouffer la culture tibétaine et la reléguer au musée. Heureusement, les quartiers tibétains sont toujours là, et le pèlerinage du Barkor attire toujours la foule des pèlerins. Mais tout n'est pas si rose. Derrière ces apparences paisibles, le contrôle est total. Il y a des caméras de surveillance partout et l'armée patrouille dans les rues. La Chine a peur. Je quitte Lhasa et j'emprunte la Friendship Highway qui relie Lhasa au Népal. Direction Gyantse, notre étape du jour. La météo est mauvaise, on n'y voit pas grand chose et, chose assez exceptionnelle paraît-il, il neige sur ces terres arides. À cette altitude, le froid est mordant et la neige s'accumule vite. La prudence est donc de mise. Le lendemain matin, le mauvais temps a fait place à un grand soleil et la neige fraîche rend les paysages magnifiques. Quelle chance d'être là. On continue notre route vers Shigatse, une des principales villes du sud du Tibet. Ici, l'ambiance est bien différente par rapport à Lhasa.
L'armée, les caméras de surveillance et tous les colons chinois ont disparu, du moins en apparence. La population est ici entièrement tibétaine. En fait, cette ville respire, on sent que les gens vivent. Quelle différence par rapport à Lhasa? Est-ce qu'une lueur d'espoir serait encore permise? 8 jours au Tibet, c'est court, et il faut toujours aller de l'avant, même si j'aimerais pouvoir m'arrêter et passer du temps ici. Mais c'est la règle du jeu. Les Chinois tolèrent notre présence, c'est tout. Encore un col à 5000 mètres. Les drapeaux de prière flottent au vent. Nous arrivons à Shegar, notre dernière étape avant de monter au camp de base de l'Everest. Demain, c'est toute la chaîne himalayenne et ses sommets de 8000 mètres qui se présentera face à nous. Départ au petit matin. La route est longue. On passe un checkpoint de plus et nous voilà partis en direction du camp de base. C'est la première fois que je vais voir l'Himalaya en vrai. Le soleil se lève. Nous montons, encore et toujours. Soudain, au détour d'un virage, l'Everest apparaît, entouré de toute la chaîne himalayenne. Lhotse, Makalu, Cho-Oyu, les 8000 s'illuminent au soleil. L'instant est magique. Le camp de base est encore loin, mais petit à petit je me rapproche. Et derrière ces montagnes, il y a le Népal, ma prochaine destination. Je suis sur un nuage. Après des heures de route, ça y est. Le camp de base est enfin là devant moi, même si à cette saison de l'année, il est vide. C'est ici qu'il y a quelques mois, les Chinois ont fait passer la flamme olympique, interdisant par la même occasion l'accès à l'Everest à tous les alpinistes. C'est déjà ma dernière nuit au Tibet. Demain, nous rejoindrons la frontière népalaise. Dernier soir pour apprécier la chance que j'ai d'être là avant qu'il ne soit trop tard. Dernier soir à remercier la gentillesse des Tibétains, qui même sous l'oppression parviennent à vivre. Je franchis l'Himalaya et plonge vers le Népal. En quelques heures, je vais passer des hauts plateaux tibétains à 5000 mètres aux plaines népalaises à 1000 mètres d'altitude. Welcome to Nepal, nous dit l'officier de l'immigration. Après cette longue descente depuis le haut plateau du Tibet, je franchis une nouvelle frontière et pose les pieds sur le sous-continent indien. Le changement d'ambiance est radical. Il y a de la vie, les gens sourient. La route n'est plus très longue jusque Katmandou. Je redécouvre les plaisirs de la circulation anarchique, entre les bus, les célèbres camions Tata et les piétons qui n'ont que faire des véhicules qui tentent de se frayer un chemin dans tout ce bordel. Me voilà à Katmandou. Quel plaisir de flâner dans ces petites rues après la rigueur du Tibet.
C'est la première fois que je viens au Népal, mais je m'y plais déjà. Mon visa d'1 mois risque d'être trop court. Le quartier Tamel, c'est le repère de tous les touristes de passage dans la ville. Ses ruelles étroites, ses marchands en tout genre et son ambiance de backpacker en font un endroit unique au monde. On l'adore ou on le déteste. Pour l'instant, ça me va bien et je passe quelques jours à visiter la vieille ville et à organiser mes prochaines semaines. Ça fait des années que j'ai envie de faire du parapente. En faisant quelques recherches sur internet, j'ai découvert qu'une école suisse existe à Pokhara, au pied de l'Annapurna. L'occasion est trop belle. J'ai le temps, j'ai l'argent à y consacrer. Je me décide pour 10 jours de cours, les 2 premiers modules d'apprentissage. Taken out and beaten down and covered up and down with cement, saying hello on the down low, religions and guns and ammo. Pokhara, c'est un petit paradis. C'est le dernier lieu de détente avant de partir en trek, ou en revenant d'un sommet, et c'est aussi le repère des parapentistes locaux. Je vous épargne mes journées épuisantes de pente-école, mais après quelques jours, me voilà à décoller seul, bien encadré par Patrick et Yannick, 2 moniteurs français qui viennent passer l'hiver ici. Les premiers décos sont hésitants, mais peu importe. Un rêve de plus qui se réalise. Je vole en parapente face à l'Annapurna. Autant le dire tout de suite, mes 10 jours de cours passent à toute allure malgré la fatigue. Je décide de prolonger et de rester pour obtenir mon brevet de pilote. Putain, la vie est belle, hein. Est-ce qu'elle est bonne? Elle est bonne, ouais. Alors, je suis vachement surpris, là. Le parapente, c'est aussi des experts. Ce matin, on est une dizaine de pilotes et presque autant de porteurs à entamer la longue montée vers Corchon. And so just after, I think I up 11 o'clock, we're starting, and we have to climb, and we try to make the base camp on the junction here. There's a good place. It's almost 3,000 meters, very good point. 2000 mètres de dénivelé m'attendent, jusqu'au campement de ce soir, d'où nous décollerons demain matin. Avant le grand départ, notre équipe de cuisiniers nous prépare un mont d'albat, le plat national népalais, à base de riz, de légumes et de curry. Progressivement, on s'élève dans la végétation. Le chemin est long et on bénit nos porteurs qui prennent soin de nos voiles de 20 kg. La végétation s'espace, on passe au-dessus de la couche de nuages, le camp se rapproche.
Après 2000 mètres de montée, mon effort est récompensé par l'arrivée au camp. Il fait face au Machapuchare, cet impressionnant sommet sacré de presque 7000 mètres. Namasté. Namasté. It just looks La vie est belle quand même. Nagyon gyorsan megy le. Les nuages sont toujours là ce matin. J'espère que ce sera volable et qu'il ne faudra pas tout redescendre à pied. Pour nous réchauffer, les cuisiniers nous ont préparé un super petit-déj. Moi qui n'avais jamais expérimenté la logistique d'expédition, je dois dire que c'est plutôt agréable. À 1h du mat, j'avais super froid, j'avais mis tout le duvet parce que j'évite de mettre dans le duvet sinon il y a des minutes. So we are over the stable layer, so if the sun coming, I think it's okay. But for the moment you can feeling, we have the cold air going down. Airflow is that way because for the moment the sun didn't hit and after it's coming. Les conditions s'améliorent et Patrick décide de se mettre en vol pour voir si c'est volable pour les débutants comme moi. On veut voir du patou en live. Okay, next. Je fais un vol de 20 minutes pour revenir au point de départ dans la vallée. C'est un long plouf tranquille dans des conditions très calmes. Comme à chaque fois, notre atterrissage dans la campagne attire les curieux qui viennent nous voir piller nos étranges cerfs-volants. Après cette première expérience d'expé, je décide de ne pas en rester là, de prolonger mon visa népalais, d'acheter un parapente et de rester ici pour voler. This is the bridge. Oh yeah. Oh, regarde le pont. I just went to Son parapente. Ah, t'es passé dessous? Yeah. Dessus. Ah, dessus. Non, mais il a dû traverser. Ah, traverser. Ah. Yeah, it was like bamboo. like that. It's crossroads. Oh là 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 là. He was breaking his eyes. Direction Sirkot pour une nouvelle expé dans les montagnes népalaises. Là, c'est possible de tomber dedans et là, il faut sortir à la marche pour venir ici. Donc, pour paquer vite fait et pour venir. Et puis demain, le cross, en fait, on part de Sturridge. La première transition, c'est d'aller sur celle-là. Ouais. Cette fois, on monte au campement en 4x4, où on est accueilli par tous les écoliers des environs qui viennent admirer les fous volants. David s'occupe de l'animation. Les enfants sont aux anges.
Une nouvelle nuit passée dans ma voile. Un nouveau petit déjeuner préparé par notre équipe de choc. C'est le grand jour pour profiter et tenter de rentrer à Pokhara en volant. On plie le campement, on prépare nos voiles. Concentration, analyse. Le signal du départ est donné par David, qui se prépare à rejoindre la ville en biplace. Je n'ai pas cette ambition-là, mais j'espère quand même faire un beau vol. Et puis les environs sont superbes, et le survol des villages est toujours une expérience fantastique. Last one home buys the beers. Bravo. Ah, il est déjà arrivé à sortir de l'inversion. Petit à petit, tout le monde se met en vol. La journée est lancée. À l'atterrissage, les écoliers du coin nous font une fois de plus un super comité d'accueil. Leurs regards en disent long sur leur envie de faire comme nous. Retour à Pokhara. Ça fait déjà près d'1 mois et demi que je suis arrivé ici. C'est fou comme le temps passe. Dans 2 semaines, ce sera déjà Noël. Et ce sera le moment pour moi de reprendre la route. Selling out to the void for my own mistakes. Holding on to dreams that never seem to break out. Sliding on to the fall for my own bad blood. Holding on to tears but never seem to show. And I sit and smoke, watching the cars drive by. Sit and smoke, watching the cars drive by. Alright, I'll close my eyes. Alright. Difficile de quitter le Népal après y avoir passé 2 mois. Je suis dans le bus en direction de la frontière indienne et de Varanasi. La transition est brutale. Je ramasse l'Inde en pleine gueule et regrette déjà d'avoir quitté Pokhara. Varanasi est la ville sacrée au bord du Gange. Des milliers d'hindous viennent ici chaque jour y disperser les cendres de leurs défunts ou se purifier dans son eau hyper polluée. Je me retrouve seul au milieu de la foule, à me demander ce que je fous là. Difficile de me remettre en mouvement.
Le centre est complètement anarchique avec ses minuscules ruelles. Il y a de l'animation partout, je découvre l'un de ses excès. Quitter Varanasi n'est pas facile. Je dois me frayer un chemin à travers la circulation dantesque en direction de l'aéroport. Prochaine destination, Mumbai, ou devinez quoi, je vais faire du parapente. Vol retardé, puis dévié vers Delhi. Moi qui pensais prendre l'avion pour gagner du temps sur le train, c'est loin d'être gagné. Il va me falloir 24 heures et 2 petits vols pour rejoindre Delhi, puis Bombay à cause d'un foutu brouillard qui empêche les avions de décoller. Quand j'arrive enfin à Bombay, je suis exténué. Pour couronner le tout, je suis malade pour la première fois depuis que j'ai quitté la Belgique. Comme réveillant de Nouvel An, j'aurais pu trouver mieux. Mais peu importe, j'ai rendez-vous demain à Kamchet, à 100 km plus au sud avec des parapentistes locaux. Je parcours la campagne environnante en train, ce qui est finalement bien plus agréable que l'avion. À Kamchet, je découvre un petit havre de paix au milieu de la frénésie indienne. C'est fort différent du Népal, mais c'est un vrai bonheur pour moi de sortir mon parapente et de m'évader le temps d'un vol. Pendant 4 jours, je refais le plein d'énergie et de motivation. Les Indiens avec qui je vole sont adorables et passionnés. L'Inde n'aura pas été de tourpeau pour moi, mais des rencontres comme celle-là font vite oublier les moments de galère. Retour au quotidien indien. Je fais un rapide détour par Pune, la première ville, à 100 km au sud, et je me rends compte que je commence à apprécier le pays et son agitation. Dernière étape indienne. Je fais le grand écart et rejoins Chennai sur la côte est, d'où je m'envolerai dans quelques jours pour la Thaïlande. L'Inde, c'est vraiment le pays de tous les contrastes et de tous les excès. Difficile de faire un bilan de ces 2 semaines passées dans le pays. Je pense que pour l'apprécier, il faut du temps. Malheureusement, mon visa ne m'aura pas permis d'en profiter plus longtemps, mais c'est que partie remise. Le pays mérite un voyage à lui tout seul, c'est certain. Déjà 4 mois de voyage. Les adieux fébriles sur le quai de la gare du Midi me semblent maintenant si lointains après tout ce chemin parcouru. Première traversée d'océan et me voilà à Bangkok, en Thaïlande.
Pour la première fois depuis mon départ de Belgique, je suis en terre connue, et pour la première fois depuis longtemps, je me retrouve entouré de touristes. Le changement par rapport à l'Inde est radical. Je suis dans le célèbre quartier de Khao San Road, le ghetto touristique de Bangkok, au milieu d'une horde de touristes en slash à la recherche de plages pour leurs 2 semaines de congé hors d'Europe. Je me sens bien éloigné de leurs préoccupations. Heureusement pour moi, Bangkok est une ville très riche et ne se limite pas à Khao San Road. Je laisse donc les autres touristes se faire arnaquer par les chauffeurs de tuk-tuk et je préfère me déplacer en bateau, sur le fleuve. C'est bien moins cher, mais vachement agréable une fois qu'on a compris comment ça marche. Bangkok est une ville qui combine le moderne et l'ancien. Le SkyTrain zigzague entre les tours de bureaux, les centres commerciaux et les vieux bâtiments, pendant que le flot de voitures et de tuk-tuk tente de se frayer un chemin à même le sol. Au milieu de toute cette agitation, on trouve quelques écrins de verdure où le temps semble s'écouler plus lentement. La population y vient pour faire du sport ou tout simplement pour oublier quelques instants la folie de la ville. Je vais souvent revenir à Bangkok dans les mois qui viennent. Ce sera mon camp de base pour explorer les différents pays d'Asie du Sud-Est. Je préfère donc ne pas traîner ici et partir quelques jours vers le sud pour découvrir les îles et les plages qui attirent tous ces touristes. La route est bonne. Je longe de nuit le golfe de Thaïlande jusqu'au Surat Thani, puis je me dirige droit vers la côte d'Andaman pour rejoindre Krabi. Krabi est un lieu bien connu chez les grimpeurs. On y trouve de magnifiques falaises au bord de la mer. C'est pas une île, mais il faut tout de même prendre le bateau pour la rejoindre. Les falaises apparaissent, spectaculaires. Je me suis installé dans un bungalow, comme on en trouve partout sur la côte. Dans cette région, les prix sont bien plus élevés que dans le nord. L'industrie touristique bat son plein. Faut que je fasse gaffe pour ne pas exploser mon budget. La plage de Tonsai où je suis est vraiment magnifique, et les bateaux amarrés lui donnent des allures de carte postale. Après le dernier mois qui n'a pas été de tout repos pour moi, ça fait du bien de pouvoir me poser et flâner pendant quelques jours. Le soir, quand la chaleur devient acceptable, les grimpeurs sortent de leur léthargie pour venir tâter le caillou. Et méfiez-vous des apparences, il y a peu de voies faciles et c'est assez patiné. Mais bon, il y a pire comme endroit, non ? Après ces quelques jours à Tonsai, je prends le bateau pour rejoindre l'île de Koh Lanta, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas la plus fréquentée des environs.
La plage c'est bien, mais c'est tout de même pas ma tasse de thé, même dans des paysages idylliques comme la Thaïlande. Je reprends bien vite la route et je change complètement l'atmosphère en passant la frontière birmane. Je suis à Rangoon, la capitale qui a été rebaptisée Yangon par la junte au pouvoir. Bizarrement, je me sens mieux ici qu'au milieu de tous ces touristes en Thaïlande. Et je me sens surtout chanceux d'être dans ce pays et de pouvoir me faire ma propre opinion sur le quotidien de la population. Première surprise pour moi, le pays vit. On est bien loin des clichés à l'emporte-pièce véhiculés par les médias occidentaux. Le visa que j'ai obtenu à Bangkok me permet de rester 2 semaines dans le pays. Inutile de penser en faire le tour, d'autant que de nombreuses zones sont interdites aux touristes. Je choisis de remonter vers le nord pour découvrir Mandalay et rejoindre Bagan. Le voyage commence bien, on n'est pas encore parti que les mécanos sont déjà en action. Il me faut plus de 14 heures pour parcourir les 600 km qui me séparent de Mandalay. Les routes sont défoncées et l'état de délabrement du bus n'arrange rien à la situation. À peine arrivé, je fais la rencontre de Kenji, un chauffeur de trichot, c'est vélo sidecar. Je vais passer une journée entière à visiter la ville et à discuter du pays avec lui. Ça fait 1 an qu'il a quitté sa campagne pour venir trouver du travail. Il a appris l'anglais sur le tas et il survit grâce aux 3 rares touristes qui osent s'aventurer dans le pays. Il m'emmène de temple en temple et de marché en marché. J'ai même l'occasion de visiter une fabrique de feuilles d'or qui sont beaucoup utilisées pour l'ornement des temples et des statues. Il fait torride, mais cette journée est une des meilleures depuis le début. Je reste des heures à discuter avec Kenji en buvant le thé. Une petite pause bien méritée dans un de ces restos inimitables. Je commence une nouvelle journée et je vais parcourir les environs de Mandalay avec Sunny, un autre chauffeur de trichot que j'ai rencontré hier soir. On a troqué le trichot pour un taxi bleu, un de ces mini pick-up que l'on trouve partout ici. Sunny m'emmène visiter des lieux où on ne croise aucun touriste. Il y a par contre des centaines de temples et de stupas, reliés entre eux par un dédale de chemins et d'escaliers qui grimpent sur la colline. Ça fait du bien de sortir de la ville et de découvrir la campagne birmane. De retour à Mandalay, je passe la soirée chez les Moustache Brothers. Cette troupe de théâtre incarne l'opposition au régime et affiche ouvertement son soutien à Aung San Suu Kyi. Ils ont beau avoir été arrêtés, emprisonnés et interdits, ils sont toujours là, tous les soirs, à donner leur spectacle. Look at the stone, check at the stone, good or not, translucent or not. My friends want to see again. Yes, with you on my side, thank you. Je mets le cap à présent sur Bagan, un village 200 km à l'est où on retrouve plus de 1000 temples sur une plaine quasi désertique. Le village en lui-même n'a rien d'intéressant, mais le site qui l'entoure est classé à l'UNESCO.
Je loue un vélo dans mon auberge. Pendant 3 jours, je vais circuler de temple en temple sous un soleil de plomb. Le site est magnifique. J'ai vraiment adoré les 2 semaines passées dans le pays. Quand je pense qu'une campagne de boycott tente de dissuader les touristes de venir dans le pays, je pense que la population ne mérite vraiment pas ça et qu'il ne demande qu'à s'ouvrir au monde et à être en contact avec l'extérieur. Je fais un court passage dans le monde moderne de la Thaïlande, le temps de rejoindre le nord du pays pour entrer au Laos. Un long trajet en bus m'amène à la frontière de Wai Chai. Face à moi se trouve le Mekong et de l'autre côté, le Laos. Un nouveau visa dans mon passeport et je traverse le fleuve. Je ne vais d'ailleurs pas le quitter de sitôt. Pendant les 2 jours qui viennent, je vais descendre le Mekong en bateau jusqu'au Luang Prabang. Ça change vraiment du bus et du train. Par contre, faut pas chercher le confort. C'est la lutte permanente pour trouver une position tenable sur ces minuscules bancs. Heureusement, l'environnement qui m'entoure me fait oublier ma douleur. Avouez qu'il y a pire. Le 2e jour, le trajet se poursuit sur des plus petits bateaux, beaucoup plus agréables. La journée file à toute allure et déjà, Luang Prabang apparaît à l'horizon. J'arrive en plein marché nocturne et je dois me faire un passage entre les vendeurs pour trouver une auberge pour la nuit. Ici, c'est vraiment le paradis pour les touristes en quête d'artisanat et de souvenirs. La ville est paisible et semble vivre au rythme du Mekong. Même le marché, d'habitude si animé, semble nonchalant. Yes. Je continue ma longue descente du pays au fil du Mekong. Prochaine étape, Vientiane, la capitale. Les bus ont ici remplacé les bateaux. Résultat, le trajet ne dure que 10 heures. J'en profite tout de même pour déjeuner rapidement avant d'embarquer dans le bus. Mieux vaut être prévoyant. Je sais quand je pars, mais jamais quand j'arrive. Le bus suit l'unique route qui va de village en village et serpente dans les montagnes. Vientiane approche. La ville est probablement la capitale la plus paisible au monde. La chaleur assommante y est sans doute pour quelque chose. Au menu,
Encore une fois temple, stupa et vélo. La circulation se prête bien à la balade. On dit que le sud du pays est encore plus nonchalant qu'ici. J'ai du mal à imaginer comment c'est possible. Un bus de nuit m'emmène dans le sud du pays, à Savannakhet. Encore un de ces super trajets où j'arrive à destination à 4h du mat' et où je finis ma nuit sur le banc de la gare des bus en attendant le lever de soleil. Il fait encore plus chaud qu'à Vientiane. La chaleur avoisine ici les 39 degrés. Plus au sud, je continue ma route en suivant encore et toujours le Mekong, véritable colonne vertébrale du pays. Petit à petit, je me rapproche du Cambodge. Dernière étape au Laos, Sipandon, les 4000 îles en français. Le Mekong s'élargit ici et se disperse en formant une multitude de petites îles dont les plus importantes sont habitées. Le nombre d'îles varie en fonction des saisons. Pendant la mousson, les plus petites disparaissent sous les flots du fleuve pour ne réapparaître que quelques mois plus tard lorsque le niveau de l'eau baisse à la saison sèche. Je passe mes derniers jours au Laos dans cet endroit magnifique. Demain, je passerai la frontière pour me retrouver au Cambodge pour quelques jours, puis je serai de nouveau à Bangkok pour accueillir Aurélien, qui me rejoint de Londres pour passer 2 semaines avec moi. Encore et toujours, je suis le cheminement du Mekong. La boucle pour revenir à Bangkok est presque bouclée. Il me reste juste quelques jours à passer au Cambodge. Un arrêt à Phnom Penh, la capitale, me fait redécouvrir ce qu'est une ville animée. Ça change de la nonchalance du Laos. Ne croyez pas pour autant que la température est devenue supportable. Le thermomètre frôle toujours les 40 degrés et l'humidité ambiante me rappelle que je suis dans une région au climat tropical. Je visite la ville et ses magnifiques bâtiments en luttant contre la chaleur et les gaz d'échappement. Il suffit de marcher 100 mètres pour que je sois complètement trempé. En tout cas, les locaux se sont adaptés et préfèrent lever le pied aux heures les plus chaudes. Et point de vue sieste, je pense que les chauffeurs de rickshaw et de taxi ont la première place.
Les seuls à continuer à travailler, envers et contre tout, sont les tailleurs de pierre, qui sculptent invariablement d'énormes blocs du matin au soir pour en faire des statues. Après ces quelques jours à Phnom Penh, je longe le lac Tonlé Sap pour aller jusque Siem Reap. Ça ne vous dit peut-être rien, mais juste à côté de la ville se trouvent les célèbres temples d'Angkor. Tout le monde en a déjà vu des photos, le site est classé à l'UNESCO et certains le décrivent comme une des merveilles du monde. Ce qui est sûr, c'est que l'endroit attire les touristes et qu'un passage au Cambodge sans aller à Angkor, c'est comme aller au Pérou sans voir le Machu Picchu ou en Égypte sans voir les pyramides. Je ne boude pas mon plaisir et je passe une journée à explorer le site, qui est quand même vachement grand. Heureusement d'ailleurs, au moins la foule se disperse et on la ressent moins. En voyant les photos, j'imaginais les temples plus grands, mais ça n'enlève rien au côté spectaculaire du site. Malheureusement, Angkor est en danger, non seulement à cause des pillages, mais aussi à cause de l'action du temps et de la surfréquentation. Des équipes restaurent les temples qui en ont le plus besoin, mais la tâche est immense. Regardez par exemple ce Bouddha couché. Après avoir accompli mon devoir touristique et visité Angkor, je ne peux imaginer quitter le pays sans aller voir le Tonlé Sap de plus près. C'est un lac immense qui se situe au centre du pays. C'est le véritable poumon du Cambodge. Ces berges se découpent en canaux qui rentrent dans les terres à travers la mangrove. En suivant ces canaux, je découvre des villages entiers qui sont construits sur pilotis pour pouvoir vivre au plus près du lac tout en encaissant la montée des eaux à la période de la mousson. Au bout d'une belle course d'obstacles, la mangrove disparaît et l'horizon s'élargit. Je suis enfin sur le lac. Les filets à poissons sont les derniers éléments qui dépassent de l'horizon à présent. Le lac s'étend à perte de vue. Encore un changement d'ambiance radical. Je suis de retour à Bangkok. Aurélien, un ami à moi, m'a rejoint pour 2 semaines. Je profite de son aide pour aller acheter le vélo qui va me servir après son départ. À 2, c'est plus pratique pour traverser toute la ville avec un grand carton sous le bras. Mais c'est tout de même pas de tourpeau. Et on se sera quand même payé une belle tranche de rigolade. Le problème du vélo réglé, on prend le train de nuit en direction de Chiang Mai, dans le nord. J'y suis déjà passé sur ma route pour le Laos, mais je ne m'y suis pas arrêté. Après tous ces foutus bus que j'ai pris ces derniers temps, le train me semble presque luxueux, même si on a pris une classe plutôt basse. Ça fait du bien de ne plus voyager seul. Même si je fais beaucoup de rencontres, il me faut sans cesse abandonner mes amis d'1 ou plusieurs jours pour aller de l'avant. À la longue, ça devient vachement fatigant.
On a de la chance, on a trouvé une auberge où on peut utiliser une cuisine. Du coup, on en profite un max et on se fait des super petits déj. On passe le reste de nos journées à se balader en ville, et pour Aurélien, à découvrir la culture thaï. À deux sur nos vélos, on fait les cons et on finit bien sûr par se paumer. Les explications des locaux pour retrouver le centre ne sont pas super convaincantes. Ça c'est le carton. On change de paysage et on met le cap sur Hua Hin, une des premières stations balnéaires au sud de Bangkok. Les collines font place aux rizières. Et nous voilà à Hua Hin. La mousson arrive et Aurélien rentre à Londres. Il me faut à nouveau continuer seul. Déjà 6 mois que j'ai quitté la Belgique. À présent, c'est à vélo que je vais continuer ma route, dans le sud de la Thaïlande, puis en Malaisie. Je mets d'abord mon vélo sur le train pour rejoindre Surat Thani et Koh Samui. Arrivé là-bas, la mousson fait rage et je me retrouve coincé en attendant des jours meilleurs pour pouvoir rouler. La patience finit quand même par payer, et je peux enfin rouler. Je suis dans des régions où il n'y a pas un seul touriste. Quel changement! Je profite de la solitude et je m'arrête où bon me semble, du moins quand la mousson ne vient pas jouer les troubles faits. Ces semaines à vélo me réconcilient avec la Thaïlande.
J'ai enfin trouvé des lieux authentiques, sans toute cette industrie du tourisme qui pourrit tout. Une journée ici vaut bien plus que 2 semaines de plage à Koh Samui. Hasard du calendrier, j'arrive à Hat Yai en plein festival de l'eau. Pas besoin de vous faire un dessin, c'est bataille d'eau généralisée dans toute la ville, et en tant que seul touriste, je suis évidemment la cible idéale. Le temps passe à toute allure. On est déjà mi-avril et dans 1 mois ce sera la fin de l'aventure et le dur retour en Europe. Je passe encore quelques jours à rouler dans le nord de la Malaisie. Les gens sont super sympas et les touristes se font rares. Par contre, il y a pas mal de circulation et je dois faire ma place au milieu du flot de véhicules. Du vélo en tongs, en Malaisie, sous la mousson. Il y a pire, non ? C'est sur l'île de Penang que je termine mon périple à vélo. D'ici, je vais prendre le train vers Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. La Malaisie est un pays qui comporte 3 grandes communautés qui cohabitent. Les Malais, les Chinois et les Indiens. Du coup, je fais le tour du monde de rue en rue et d'assiette en assiette. Tout le monde l'appelle KL. Kuala Lumpur m'accueille au cœur de la modernité. Bâtiments impeccables, parc impeccable, promeneurs impeccables. Pas de doute, je suis dans le quartier d'affaires au pied des tours Petronas, les plus hautes tours du monde. À l'intérieur, on trouve des bureaux et surtout un immense centre commercial. Il faut dire que le shopping est un sport national dans ces pays-ci. Comme à Bangkok, la ville a résolu une partie de ses problèmes de circulation en créant des métros aériens qui se baladent à travers la ville perchés au-dessus du flot de voitures. J'ai l'occasion de voir qu'il n'y a pas que moi qui fais du vélo et qui souffre de la mousson. Regardez la couleur du ciel, ils vont pas tarder à être trempés. Les jours passent et je me dirige vers le terminus de l'aventure, Singapour. Avant ça, je fais tout de même une dernière halte à Melaka pour dépenser mes derniers ringgits. Drôle de sensation de savoir que je touche au bout de mon projet et que dans quelques heures j'aurai rejoint le terminus. Dans ma tête, je pense déjà à mon retour en Belgique.
Et voilà, c'est la dernière ligne droite. Je prends le bus pour Singapour. La route est bonne et les kilomètres sont vite avalés jusqu'à la frontière. Je trouvais la Malaisie moderne. J'avais pas encore vu Singapour. Quartier d'affaires, centres commerciaux, on aurait vite fait de résumer Singapour à ça, en oubliant que toute une population y vit. Je suis tombé dans une super auberge qui ressemble plutôt à un grand appartement. Le propriétaire est un local et il me file tous les bons tuyaux pour découvrir la ville et ne pas se limiter aux clichés de cartes postales. Qui me voyait déjà en Belgique, je passe une super semaine ici et je profite un maximum de chaque instant. C'est ici que s'achève One World Project, un rêve un peu fou qui a fini par devenir réalité. Il y a eu des hauts, des bas, plein de bonnes rencontres, quelques mauvaises, des joies et des doutes. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais je ne regrette absolument pas d'avoir franchi le pas et d'avoir osé partir. Cette aventure, mon aventure m'a changé et a changé ma vie. À quand la suite ?